Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Réambule. Géopolitique et Méditerranée est présenté en 2 volumes portant sur Méditerranée, espace imaginaire et fracturé, puis Méditerranée, stratégie en présence et enjeux. Ces ouvrages n'ont pas l'ambition d'apporter une analyse exhaustive de la sécurité en Méditerranée, ni même des stratégies qui s'y appliquent. Le format de la collection Bibliothèque de l'IREMO ne s'y prêterait d'ailleurs pas. Il vise plus modestement à rendre compte des entretiens réguliers tenus sur cette thématique entre Pierre Vallot, historien, et Jean-François Coustillière, officier général de la Marine en 2e section, en dégageant ce qui leur a paru être des facteurs essentiels pour l'avenir. Le propos de ces ouvrages est d'apporter sous forme de coups de projecteur des éclairages sur les intérêts géostratégiques, la problématique et les enjeux méditerranéens. Ces éclairages ciblés sont autant de propositions d'axes de réflexion à l'intention des décideurs aussi bien régionaux que mondiaux afin qu'ils réapprécient leurs évaluations de la Méditerranée dans la perspective d'une rénovation de la politique euro-méditerranéenne. Ils devraient également nourrir les orientations des travaux des chercheurs, en les aidant à identifier les priorités. Il est certain que les enjeux évoqués conditionnent plus particulièrement la paix, la prospérité et la sécurité dans l'espace euro-méditerranéen. Ne pas y répondre sérieusement et rapidement relève d'un aveuglement peu propice à un avenir serein pour l'Union européenne. Il s'agit ainsi d'identifier les tendances qui peuvent aujourd'hui être appréciées comme déterminantes pour le devenir de la région. On peut cependant s'interroger sur la pertinence d'élaborer de tels ouvrages, alors même que la situation autour du bassin méditerranéen a été totalement modifiée depuis les soulèvements de début 2011, que les relations internationales y ont été bouleversées et qu'une partie de la zone est en ébullition. En effet, si l'on excepte l'Algérie, le Maroc, la Jordanie et la Mauritanie, la plupart des autres pays ont vu leurs alliances, leurs liens et leurs amitiés remis en question, en même temps que les contradictions de leur société étaient souvent exacerbées. La révolution tunisienne a sensiblement modifié les relations de la Tunisie avec ses voisins, mais aussi avec la France. La guerre en Libye a changé les paramètres des relations de ce pays avec l'Italie, mais aussi avec la France et le Royaume-Uni. L'intervention européenne et de l'OTAN a créé des tensions avec l'Algérie, mais également avec des acteurs extérieurs, tels la Chine et la Russie. L'attitude des États-Unis, très prudent, sera sans doute appréciée dans la région à l'aune des résultats concrets de cette guerre. La révolte égyptienne a dans un premier temps modifié les relations de ce pays avec Israël, et par conséquent avec les États-Unis avant de revenir aux errements antérieurs. La violente confrontation qui sévit en Syrie a fait voler en éclats la tentative de rapprochement de ce pays, avec la France, initiée en juillet 2008, tandis que le Liban en subit les contre-coups et que la Turquie s'efforce de se prémunir des conséquences sur son propre territoire tout en révisant ses relations avec Israël. La situation en Irak vient aggraver une situation de plus en plus incontrôlable. Les dégâts sont d'ores et déjà catastrophiques. Ces livres ne peuvent donc s'appuyer que sur très peu de certitudes. Ils analysent des situations mouvantes. C'est pourquoi il a été choisi de faire le point et de s'efforcer de dégager des lignes de force pérennes qui dans ces circonstances agitées pourraient contribuer à fournir des axes d'effort possibles. Cette démarche mesurée et prudente conduira sans doute à réduire la voilure et à limiter les ambitions.
Ce fut le cas lors du sommet 5+5 à Malte en octobre 2012, où les divers participants à cette initiative ont rappelé leur attachement à une démarche privilégiant pragmatisme et projets concrets, ambition modeste articulée autour d'une proximité géographique, la Méditerranée occidentale, partenariat réel et équitable entre des acteurs respectueux de l'autre. Ce premier volume s'applique à analyser les paramètres fondamentaux de la Méditerranée, son histoire, ses imaginaires, ses définitions, sa géographie et ses fractures avant d'évoquer les crises et conflits qui s'y développent. Ainsi sera-t-il ensuite possible, dans le volume 2, d'identifier les acteurs, leurs ambitions et leurs stratégies tout autant que les risques et menaces auxquels la région est confrontée. Enfin, des enjeux pourront être dégagés qui détermineront les priorités qui nous paraissent, devraient être fixées. Les cartes ont été élaborées par Charles Vallot. Introduction. L'espace méditerranéen vient de connaître, à 20 ans d'intervalle, 2 événements qui ont totalement bouleversé les relations internationales dans cet espace. Tout d'abord 1991 et la fin de l'affrontement Est-Ouest, qui a pu faire croire à certains que s'ouvrait une période dominée par les dividendes de la paix, vision naïve qui fut très rapidement contredite par l'émergence de crises et de conflits que la situation antérieure avait plus ou moins gelés. Puis 2011 et les révoltes arabes, accueillies dans l'enthousiasme par les Occidentaux convaincus que la chute des régimes autoritaires ne pourrait déboucher que sur des systèmes démocratiques adoptant nos valeurs et nos référents. Là aussi l'illusion fut de courte durée. Les partis islamistes, élus démocratiquement par les peuples, établirent des cadres politiques et sociaux visant au développement d'une société fondée sur une soumission à la religion, dans sa conception la plus rigoriste, peu compatible avec notre souci de protection des droits de l'homme et plus particulièrement l'égalité homme-femme. Ces bouleversements successifs ont donné lieu à de nouveaux rapports internationaux. Tout d'abord le retrait, ou une forte diminution, des forces militaires permanentes dans la région. L'URSS, une fois disparue, le face-à-face Est-Ouest n'avait plus de raison d'être, seules les crises conjoncturelles donnaient lieu à des déploiements militaires occasionnels. Les forces américaines étaient déployées sur d'autres théâtres, tandis que les forces russes se repliaient sur des zones plus proches du territoire national. Dans le même temps, les États-Unis n'ayant plus de concurrence estimaient en droit de remodeler la Méditerranée en un Moyen-Orient élargi, BMENA, allant de Casablanca à Karachi. Les initiatives aventureuses, telles la guerre d'Irak ou celle d'Afghanistan, après la disparition de Ben Laden, devaient être suivies, selon les assertions des néo-conservateurs, de la démocratisation de toute la région, théorie du chaos constructeur. Les révoltes arabes qui débutèrent en 2011 conduisirent les États-Unis, comme l'Union européenne, à découvrir un monde arabo-musulman méditerranéen très différent de celui connu jusqu'alors et dont les dirigeants étaient certes autoritaires, mais fiables. 2 monarchies restent ainsi aujourd'hui autoritaires et échappent aux révoltes grâce à des mesures très onéreuses, qui se révéleront sans doute inefficaces dans le moyen terme. Le reste de ce monde se répartit entre des pays en crise avec des pouvoirs islamistes maladroits et manquant d'expérience, soupçonnés également de promouvoir des systèmes fort peu respectueux des droits humains, des pouvoirs républicains qui face aux révoltes se sont encore plus contractés après avoir acheté la paix sociale à court terme, et enfin une guerre civile échappant à tout contrôle. Cette dernière voit l'Iran, la Russie et les pays du Golfe s'ingérer sans vergogne au risque d'envenimer encore le conflit, tandis que les Occidentaux adoptent un comportement hésitant et peu transparent. Les États-Unis comme l'Union européenne éprouvent des difficultés à apprécier la situation et à redéfinir leurs politiques extérieures, d'autant plus que la situation ne cesse d'évoluer, mais aussi que la sensibilité de leurs opinions publiques aux atrocités largement médiatisées constitue un élément de pression puissant. La dégradation de la révolte syrienne conduit au retour d'une flotte permanente russe en Méditerranée et à la réapparition d'un porte-avions américain dans la région. Il convient également de relever que certaines capitales, autrefois protagonistes majeurs de la région, s'effacent tandis qu'émergent de nouveaux centres d'influence. Ainsi, les États-Unis s'efforcent-ils de diminuer leur présence alors que l'Union européenne, divisée et empêtrée dans la crise économique, éprouve de plus en plus de difficultés pour proposer une relance adaptée de sa politique méditerranéenne.
La Russie en profite pour reconquérir la Crimée et développe des ambitions sur l'Ukraine. Dans le même temps, apparaît une stratégie wahhabite, émanation du Qatar et de l'Arabie saoudite à la recherche de la domination du monde musulman sunnite, tout autant que la présence de plus en plus affirmée des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. La région apparaît donc comme incertaine, bouleversée, fragile et porteuse de crises. Placée sur les frontières sud de l'Union européenne, sa sécurité et sa stabilité impactent forcément celle de l'Europe. Les enjeux dans cette région sont également ceux de l'Union européenne. Dans ces circonstances, la question des relations internationales en Méditerranée et de la recherche de sécurité dans la région est toujours plus centrale. Après un bref rappel à la fois historique et géographique visant à resituer les paramètres pérennes de cet espace, il conviendra d'analyser les fractures et les fragilités de la région avant de rappeler les tensions, crises et conflits qui l'agitent. Les perceptions, les objectifs et les stratégies mises en œuvre par les grands acteurs impliqués dans cet espace feront l'objet du volume 2 de Géopolitique et Méditerranée. Les risques et les menaces qui pèsent sur cet espace seront ensuite identifiés ainsi que les enjeux. La situation ayant été décrite, nous nous efforcerons de conclure en soulignant ce qui pourrait être des pistes d'effort visant à contribuer à l'émergence d'un espace de paix, de prospérité et de sérénité. Auparavant, il semble légitime de s'interroger sur la pertinence de cette dénomination de Méditerranée. Une ou plusieurs Méditerranées. Une qualification géographique. La Méditerranée est d'abord une dénomination géographique qui embrasse un espace maritime. Sa désignation actuelle est relativement récente. Successivement Mar Thalassa, Mar Nostrum, mer Méditerranée ou mer Méditerrane, elle ne devient Méditerranée qu'à partir du XVIIe siècle. Mais au-delà de la géographie, l'expression de Méditerranée recouvre une signification plus complexe, parfois délicate à cerner. Quand on évoque la Méditerranée, on fait immédiatement appel à une somme de clichés plus ou moins concrets. C'est d'abord l'espace maritime lui-même, aisé à décrire et à borner. Mais c'est tout de suite après l'idée d'une source civilisationnelle, voire religieuse, religion du livre, dont la production aurait été cohérente, liée et si bien imbriquée qu'elle aurait élaboré un ensemble finalement homogène enrichi de ces diverses étapes, au sein duquel les hommes seraient susceptibles de vivre naturellement en harmonie. Il est également souvent tenté de démontrer un lien structurant à travers le climat, la culture du blé ou celle de l'olivier. Il est parfois soutenu que la Méditerranée existe en tant qu'objet géopolitique qui se construit par l'addition des différentes initiatives de partenariat, de coopération ou d'alliance entre riverains et parfois plus. Enfin, la Méditerranée apparaît aussi comme pôle d'intérêt stratégique qui se définirait à travers l'attention que lui porteraient les puissants de ce monde. Certains vont alors jusqu'à la diviser en sous-ensembles allant jusqu'à 5 Méditerranées, disséminées de l'océan Atlantique à l'océan Indien. La Méditerranée est un peu tout cela et aucun de ces clichés ne peut être balayé d'un revers de main, car ils sont chacun porteurs d'une part de vérité. Mais aucun d'eux ne permet réellement d'embrasser la réalité complète et complexe des diverses perceptions. La Méditerranée nous échappe encore et toujours. En effet, la Méditerranée varie selon le domaine qui nous intéresse. Climatique, elle diffère du culturel. Politique, elle n'a pas le même contour que son acception pastorale. Objet stratégique, elle est bien plus large que civilisationnelle. Car ainsi que l'écrivait Fernand Braudel, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.